Bonjour à tous, merci d'être venus. Bienvenue à l'Université populaire, libre et solidaire, qui se déroule cette année à la Lingerie, dans une seconde saison en incubation, qui verra à la rentrée venir Denis Robert, Jean-Pierre Martin, la philosophie, le transhumanisme, les fake news. Il y a plein de belles séances à venir. J'espère que vous serez plus nombreux que ce soir et que les associations seront toujours présentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, c'est convoqué par Pierre Santini, président de Culture du Cœur. Nous avons pu rentrer en contact avec Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, c'est quelqu'un qui nous rappelle le prix de la liberté, le prix de la liberté. Ouais, je ne vais pas faire d'introduction comme ça, mais en fait, je n'ai pas ma connexion. Jean-Pierre Mocky a tourné avec, a travaillé, je vais lui laisser dire avec qui il a travaillé, avec qui il a tourné. On le voit ce soir pour deux choses. On le voit ce soir parce que les jeunes doivent travailler avec les vieux et les vieux avec les jeunes. Les jeunes, quand ils sont jeunes, doivent travailler avec des vieux et les vieux, quand ils sont vieux, doivent travailler avec des jeunes. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky qui n'a jamais fait de compromis ni de tergiversation avec le système. Toujours droit dans ses bottes, toujours droit face à une ligne. Ça, c'est le premier sujet. Donc pendant quelques temps, il va nous parler de sa vie. Il va nous parler, j'espère, de toutes ces rencontres qui font un peu rêver. Moi, de rencontrer quelqu'un qui a travaillé avec Fellini, j'ai un peu des étoiles plein les yeux. Et dans un deuxième temps, clairement, de cette soirée, on va travailler sur un film qui est possible, un film de fiction qui serait possible de faire aux grands voisins, évidemment réalisé par Jean-Pierre Mocky. Un film de fiction qui essaierait de penser les grands voisins de façon uchronique, d'où le titre de la séance. Une uchronie, c'est de non-temps, quelque chose pas qui est forcément pas dans le temps. Ce n'est pas non plus un si seulement, c'est une réécriture de l'histoire, un exercice mental, de voir comment aurions-nous pu agir à tel moment pour changer les événements. Concrètement, est-ce qu'une uchronie au grand voisin, c'est les artistes au pouvoir? Est-ce qu'une uchronie au grand voisin, c'est qu'au final, juste la veille de la signature, la personne tombe et ne signe pas l'acte de vente de Paris-Batignolles à la PHP? Le sens inverse. Donc nous inviterons le public par des moyens techniques assez pointus, avec SMS, interaction, etc., à nous donner également des idées, à nous alimenter là-dessus. Donc, standing ovation, c'est ça ce qu'on dit pour Jean-Pierre? En tout cas, une tonne d'applaudissements pour Jean-Pierre Mocky. Et ça me rappelle un studio de cinéma ici un petit peu, parce que tout est différent, chaque bâtiment est différent, la population me fait penser à des acteurs de cinéma. J'ai vu passer des tas de gens bizarres, mais sympathiques et cinématographiques en fait. Alors moi j'ai travaillé beaucoup en Italie, et en Italie il y avait un monsieur qui s'appelait Fellini, et il aimait justement ce genre de décor et de personnages. Alors on cherchait dans la rue des gens, parce que ce qui était l'avantage de Fellini, c'est qu'il prenait des acteurs dans la rue. Alors nous on était chargés d'aller les chercher. Si vous voulez avoir une dame qui mange des spaghettis dans une trattoria, eh on prenait une vraie dame qui mangeait des spaghettis dans une trattoria. Et alors ces Italiens étaient vraiment, ils avaient un cinéma formidable qui a duré pendant des années et puis qui a disparu plus ou moins maintenant, il n'y a plus que, c'est pas pareil quoi. Alors ce que m'inspire cet endroit, c'est que j'ai envie d'y faire un film. D'abord parce que les migrants, ça fait des années que je suis intéressé par ces gens qui n'ont pas de domicile, qui fuient des pays difficiles, et qui viennent ici en Europe se réfugier. Alors, ce qui me fait plaisir parfois, c'est que récemment, j'ai tourné un film en province, et un quart de 52 migrants sont arrivés, et ils ont été en quelque sorte accueillis par une petite ville, et au bout de 3 semaines, parce que j'étais resté là 3 semaines pour tourner mon film, je me suis aperçu qu'ils s'étaient intégrés. Complètement intégré. Finalement, l'autobus s'était vidé, les 52 migrants s'étaient intégrés dans la vie de la ville. Et ça m'avait frappé. Je dis, c'est bizarre, ces gens-là,
Ils sont arrivés à aller soit dans une ferme, soit dans un commerce, soit dans un club sportif. Ils se sont intégrés et ça c'est formidable. Alors, ce que j'ai remarqué aussi depuis que j'ai voyagé en Afrique et dans beaucoup de pays, je me suis aperçu que les Noirs étaient mon public en fait. C'est curieux parce que je m'en suis aperçu d'une manière bizarre. Un jour, je fais un gala dans une salle aux Champs-Élysées et qu'est-ce que je vois dans le public, il y avait à peu près un tiers de Noirs. Alors je trouvais ça bizarre, c'est bizarre quand même. C'est pas un film, c'est un film européen, pourquoi ils sont venus? Eh bien, il y a eu une fraternité avec eux qui s'est développée et maintenant, j'ai beaucoup d'amis noirs et c'est quelque chose qui me... Donc peut-être pour ça, le problème des migrants m'a plus frappé que s'il n'y avait pas ça. Et c'est vrai que quand je vais en Italie ou quand je vais en Allemagne, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là. Et ça donne envie de faire un film. Alors avec Clint Eastwood, qui est mon ami d'enfance, on avait décidé de faire un film sur les migrants. Mais malheureusement, on voulait aussi y associer les SDF, parce que les SDF, c'est des gens qui sont vraiment très curieux, parce que souvent, les gens croient que ce sont des ivrognes, des espèces de types qui boivent du rouge, etc. C'est pas vrai. Parce que dans les SDF, il y a de toutes sortes de professions. J'ai rencontré un médecin, un industriel, des gens tout à fait différents de ce que l'on peut croire. Comme ça, dire un SDF, c'est un soulard qui est dans la rue parce qu'il a trop bu ou parce qu'il ne travaille pas, je ne sais pas quoi. Et alors finalement, on a voulu faire ce film sur les migrants et les SDF, parce qu'on les met dans le même sac et on trouve qu'ils sont malheureux et qu'il faut s'en occuper. Et alors le résultat, c'est que les puissances financières, que ce soit les banques ou les grands distributeurs, nous ont refusé. Et c'est là où on voit la différence entre l'Italie et l'Amérique et nous. Parce qu'en Amérique et en Italie, on fait des films comme ça. On fait des films sur des associations caritatives, sur des sujets graves. Et ici en France, malheureusement, aujourd'hui, on est réduit. Moi qui suis un réalisateur indépendant, j'ai énormément de mal à travailler. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal à travailler. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne trouve plus de financement pour faire des œuvres cinématographiques caritatives. Alors, il y a un système que mon ami qui me présente aujourd'hui pense innover. Enfin, c'est pas une innovation, ça existe déjà, ça s'appelle Ululu. Alors, Ululu, c'est un nom bizarre et un peu con. Et ça veut dire qu'on fait appel à la population. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, on veut faire un film sur les migrants, ou un film sur je ne sais pas quoi, et d'intéressant, et on vous demande 10 euros. 10 euros par personne. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que ces 10 euros, d'habitude, on les demande aux gens sans aucune récompense. Bon, ils donnent 10 euros, puis c'est fini, c'est paumé. Tandis que nous, ce qu'on propose, c'est de donner 10 euros et en échange, de leur donner un DVD du film qu'on va faire. Ce qui, au fond, est un échange. En fait, on leur demande, en quelque sorte, de préacheter notre film. Au lieu de donner comme ça 10 euros pour rien du tout, comme ça, pour avoir le nom au générique, mais alors dans ce genre de générique, il y a 600 ou 1000 ou 10 000 noms, alors ça sert à rien finalement. Alors voilà où on en est. Alors aujourd'hui, je suis venu là parce que je trouve que ce qui se passe ici est important et trop rare, parce que ça devrait exister. Vous savez peut-être mieux que moi, combien de locaux vides sont à Paris. Il y a énormément de locaux vides. Et il y a énormément de gens à la rue. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il y aurait des trucs vides et des gens qui sont dehors? C'est absolument inconcevable. C'est inconcevable comme ça parce qu'on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que font tous ces immeubles qui sont sans personne et tous ces gens qui sont dehors? Donc finalement, je ne suis pas au gouvernement, il se trouve que j'ai connu Macron quand il avait 14 ans. Alors pourquoi j'ai connu Macron quand il avait 14 ans? Parce que quand il avait 14 ans, il était lycéen comme la plupart des gens. Il a même épousé sa maîtresse d'école. Et ce garçon était donc un cinéphile.
Alors, il s'est trouvé que moi, j'avais tourné mon premier film à Amiens et que par voie de conséquence, le directeur de la salle d'Amiens m'appelait de temps en temps pour faire une conférence, comme je suis en train de faire là. Et alors, le petit Macron était là. Il avait 14 ans, après il avait 16 ans, après il avait 18 ans, après il avait 20 ans. Alors, je l'ai toujours connu là. Et je l'ai même connu au moment où il allait se marier avec ses professeurs de 25 ans, son aîné. Ceci dit, maintenant il est président de la République et évidemment j'ai beaucoup plus de mal à le voir que lorsqu'il allait au ciné-club. Et finalement, on est en train justement d'essayer de le persuader, la directrice de la télévision française, Madame Ernotte, pour ne pas la nommer, et de participer à ce film sur les migrants et les SDF. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Comme moi, je suis vieux et Clint aussi, il est encore plus vieux que moi, on nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces deux vieillards qui s'occupent de ça, et ils n'ont pas d'argent, personne n'ira les voir, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, nos grandes vedettes, Belmondo, Delon, Trintignant, qui sont mes camarades à la fois d'âge et de promotion, ces gens-là sont malades. Et malheureusement, tous ces jeunes premiers qui ont eu des admiratrices extraordinaires, qui aujourd'hui ont 80 ans, bien sûr, et alors ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont vieilli, mais perdu parce qu'ils sont malades. Et lorsque l'autre jour, j'ai vu mon ami Trintignant aveugle, et mon ami Belmondo ne pouvant pas marcher, je me suis dit c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, en 2018, les vedettes d'antan disparaissent peu à peu, pas par la mort, mais par la maladie, et ça a été une grosse tristesse pour moi. Alors, quand on a proposé ce film, Clint Eastwood, dirigé par moi-même, pour un film de migrants et de SDF, on nous a envoyé balader. Alors maintenant, est-ce qu'on doit faire appel à Ululu? On fera appel, oui, à Ulule. Il y a de bons espoirs d'y arriver. Ça s'est déjà passé. Et la question que j'ai envie de vous poser également au public. Il y a eu beaucoup de films. Il y a eu des documentaires qui ont été faits, le documentaire de Bastien Simon qui a suivi pendant une année. Ça fait des courts-métrages de 15 minutes, mais c'est du documentaire. Là, on a l'arme de fiction. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Bastien Simon. Ce qu'on présente, ce que d'ailleurs M. Mocky a vu, c'est le poème visuel que la nouvelle imagerie a réalisé. Le film de 4 minutes qu'on nous a montré la première fois, c'est Françoise présente qui l'a réalisé. Et qui est en train de réaliser une émission. Exactement. Donc justement, tu vas pouvoir également répondre à cette question-là. Que filmer? Comment faire un film sur les grands voisins, un film de fiction? Est-ce qu'il y a une uchronie? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, je ne sais pas, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut filmer? Mais écoutez, filmer les gens étranges qui sont là, c'est déjà avoir, si vous voulez, un fond, parce que ce qui est très difficile aujourd'hui au cinéma, c'est que le public accepte des films idiots. Et quand je dis idiots, c'est parce que les thèmes sont stupides, alors qu'il y a tellement de thèmes importants dans la vie d'aujourd'hui. On essaie de noyer les gens dans des espèces de films lénifiants, difficiles, un peu cons, quoi. Alors les gens, ils vont voir ça et ils se rassurent en quelque sorte en disant bon, on a vu l'histoire d'une mère avec sa fille ou des trucs, enfin des trucs que vous les connaissez, les films qui sortent en ce moment. Alors je ne veux pas critiquer des confrères, mais je veux dire, je n'aime que les jeunes ou les vieux qui ont de l'inspiration, c'est-à-dire qui veulent créer, parce que notre métier c'est quand même un métier d'art, c'est-à-dire c'est un métier, un film ça ne peut pas être une marchandise, c'est pas du Coca-Cola. Alors, moi je respecte tous les auteurs, hommes ou femmes, parce que maintenant il y a aussi un phénomène curieux, enfin curieux pour moi, c'est que quand j'ai débuté, il y avait une femme metteur en scène, une. Alors une seule. Et elle était spécialisée encore dans de la littérature de Colette. Donc Colette, c'était un célèbre écrivain que vous connaissez peut-être, et qui racontait des histoires de jeunes filles. Il y en avait une. Et moi, on était, nous, une centaine d'hommes metteurs en scène ou futurs metteurs en scène. Aujourd'hui, je m'aperçois, en regardant les magazines de cinéma, qu'il y a à peu près 40% de femmes. Ce qui est non, on n'est pas tout à fait à la parité, on n'est pas à 50-50, mais on est à 40.
Alors aujourd'hui, il est fréquent de voir une jeune femme que personne ne connaît réaliser un film et trouver, alors réaliser un film c'est une chose, mais trouver 500 ou 600 000 euros pour faire le film, ça c'est plus curieux, plus étrange. Donc voilà, alors aujourd'hui, si vous voulez, ce que je crois qu'il faut faire quand on est un metteur en scène indépendant, homme ou femme, c'est de trouver un sujet et sans se soucier de savoir si ça va plaire à ce qu'on appelle la masse, vulgairement la masse, choisir un sujet qui vous tient à cœur et essayer de faire bouger les choses. Parce que si vous regardez le cinéma, il y a des sujets, moi j'ai fait un film sur Lourdes, mais est-ce que vous me croirez si je vous dis qu'il n'y a jamais eu de film sur Lourdes et que de surcroît, mon film date de 86, c'est-à-dire il y a bientôt plus de 30 ans, et que malgré ça, personne n'a refait un film sur Lourdes. Ensuite, j'ai fait un film sur les médicaments qui tuent. Est-ce que vous avez vu un film sur les médicaments qui tuent? Non. J'ai fait un film sur les footballeurs et sur les hooligans, ce qu'on appelle les hooligans maintenant, c'est-à-dire la violence dans le foot. Là, on vient de passer une série de matchs, etc. Il n'y a pas eu de hooligans. Les hooligans, on les a écrasés, je ne sais pas où on les a mis, parce qu'on les a vus aux actualités en train de se préparer à agir dans une forêt. Là, j'ai vu un reportage et ils ne sont jamais sortis de leur forêt. Heureusement d'ailleurs. Alors moi j'ai fait ce film à mort l'arbitre et là encore, personne n'a refait un film sur les hooligans. Alors vous voyez, alors ça veut dire quand j'ai fait un drôle de paroissière avec Bourvil qui était payeur de tronc, personne n'a refait un film sur les payeurs de tronc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, les jeunes réalisateurs ou les réalisatrices pourraient très bien choisir un sujet que personne n'a fait et que probablement personne ne fera plus. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est, pour un artiste, c'est qu'il faut fabriquer quelque chose de nouveau. Il faut toucher à des sujets qui n'ont pas été touchés. Et, par exemple, l'inceste. Personne ne sait qu'aujourd'hui, en France, les avocats vous le diront, il y a 50% d'inceste, 50% de procès d'inceste. Personne ne fait un sujet. Moi, j'ai fait un film sur la pédophilie qui s'appelle Les Balais écarlates. Eh bien, on n'a même pas utilisé le film dans FR3 lorsqu'il y a eu un dossier sur la pédophilie, parce que la pédophilie que je montrais n'était pas celle des malades, mais celle des gens bien portants qui sont pédophiles. C'est pas pareil, il y a un type malade. Alors, vous voyez que les sujets, finalement, il y en a beaucoup, et il y en a qui n'ont pas été traités. Eh bien, moi, je les ai traités, mais je ne suis pas éternel, et d'autre part, je ne peux pas toujours faire des trucs, parce que c'est très difficile à monter tout ça. Parce qu'on dira aussi une chose, c'est que le mécène a disparu. Alors, qui était le mécène? C'était un monsieur qui avait plein de pognon, qui arrivait à 70 ans, qui était bourré de fric et qui allait crever avec son pognon. Donc, il avait quelquefois l'idée de soutenir un peintre, un musicien, ou alors un artiste de cinéma ou de théâtre. Et aujourd'hui, ce personnage qui a permis à Jean Cocteau, à beaucoup d'autres, à Jacques Tati, je ne vais pas tous les citer, de faire une carrière. Et il ne faut pas oublier aussi que Mozart et des gens comme ça ont été aidés par des rois et par des reines, etc. Aujourd'hui, l'artiste indépendant n'est pas aidé, parce que le monsieur qui a du pognon, il le garde pour lui. Voilà. Ou alors, mieux, il achète des tableaux. Mais vous savez ce qu'il en fait de ces tableaux? Il les met dans un coffre parce qu'il a peur qu'on les lui vole. Résultat, voilà. Françoise? Je voulais juste intervenir, je voulais vous remercier de vous intéresser aux grands voisins dans lesquels nous vivons depuis 2 ans et demi, et dans lesquels nous développons un projet de long métrage de fiction. Alors je suis désolée, mais le sujet est déjà en traitement de fiction. Et je vous remercie de parler de la place des femmes dans l'industrie cinématographique. Je suis bien placée pour vous dire que c'est pas simple du tout. Donc moi je voudrais juste faire un écho et vous dire que nous travaillons depuis 2 ans sur ce long métrage, qu'il nous reste une dernière partie à tourner et qui traite des utopies urbaines, qui traite surtout de l'envers du décor et la question des migrations humaines qui ne sont pas seulement des migrations géographiques. Ben voilà, mais je souhaite que vous fassiez votre film dans cette atmosphère
artistique, parce que j'ai vu déjà, il y a des artistes ici, en même temps, il y a une diversité qui permet probablement de faire un film intéressant, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois qu'il y a des visages très curieux et très cinématographiques. François, c'est vrai que ton approche visuelle est vraiment, j'adore la poésie qui se dégage de tout ça. Mais même si ce n'est pas que ça. Mais il y a par exemple le film Fil à vendre de Jean-Pierre Mocky, où il a filmé la destruction des hauts fourneaux en direct, en saisissant un événement de la réalité de ce qui se passe. Et nous, ici, nous sommes confrontés à ça, où au quotidien, il va y avoir un espace vital qui va diminuer, il va y avoir des bâtiments qui vont être murés, des palissades qui vont être levées. Donc c'était également, tu vois, c'est une fiction. Juste pour te répondre, le travail que nous menons ici, c'est un travail de réalité-fiction, puisqu'on vit ici plus de 2 ans et demi, et qu'à chaque fois on travaille le scénario en fonction des événements, que certains personnages, certains résidents jouent leur propre rôle, d'autres sont joués par des acteurs professionnels, d'autres personnages sont créés entièrement à partir de vie, des bouts de vie qui sont ici. C'est simplement pour dire que ce travail-là, vous ne le voyez pas pour l'instant parce que c'est normal, on est en cours de travail, donc vous ne voyez pas d'image, vous n'avez pas vu le scénario, etc. Mais il y a bien un travail de fond qui est fait sur une fiction au grand voisin. Jean-Pierre, moi aussi je suis de la partie parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, je fais l'idée que je suis cinéaste. Et ici j'ai eu la chance de rencontrer un jeune réalisateur, Bastien Simon, qui m'a prêté un jour une caméra. Et j'ai fait un film avec 0 € qui s'appelle Les ailes de Maël et qui est au musée de l'immigration. Tenez-vous bien que j'ai perdu le contrôle de ce film. Dû à des choses pas très catholiques qui se passent justement chez les grands voisins. C'est-à-dire qu'on a su dans le tard que j'étais cinéaste, on a su dans le tard que j'étais artiste plasticien, on a su dans le tard que j'étais artiste exilé, et malgré tout ça, le but premier hypocrite des grands voisins, c'est cachez-moi cette misère que je ne saurais voir, et pistonnez-moi ces jeunes bobos pour trouver du travail. C'est ça la dure réalité d'ici. Maintenant, il y a un manque de respect à la personne que je suis. Non, attends, Jean-Pierre doit aussi avoir des éléments en VO de gens qui ont vécu ici. Merde, je suis le premier artiste d'ici de Saint-Vincent-de-Paul, et ce que j'ai ressenti ici, tu ne l'as pas ressenti. D'accord? Et il faudrait qu'il soit aussi un peu sensible à ça. Je ne vais pas m'allonger sur ça, mais bref, c'est un petit... Ok, on est d'accord, il y a des superbes choses qui ont été filmées, il y a beaucoup de belles têtes, comme il dit, à filmer, il y a plein de choses, et franchement c'est extraordinaire. Mais là on est quand même pour se poser la question, la misère qu'on ne saurait voir, c'est quoi? C'est quoi l'Uchronie? C'est quoi ce qu'on aurait voulu voir? Je veux dire, la fiction, c'est quoi ce qu'on aurait voulu voir? Les artistes au pouvoir? Je veux dire, est-ce qu'on aurait voulu voir l'écoquartier? Je veux dire, c'est qu'on a la possibilité, en s'amusant, avec joie, en tapant un coup de pied dans la fourmilière, de réfléchir à ça. Donc c'est vrai que ça s'inscrirait dans toutes ces démarches que vous avez dit. C'est pas en contradiction. Oui, le grand voisin, c'est beaucoup de contradictions. Il y a le fait de bobo tous les soirs, il y a aussi des misères et des gens qui sont chassés dans la rue et qui vécu des mois et des mois devant la porte sans aider et tout ça. Donc on a plein de conflits et plein de problèmes ici qui ne sont pas résolus, qui ne va pas être réglé, qui va être oublié dans deux ans. Tout est rasé, tout est pour les grands bourgeois qui viennent ici pour acheter des 15 000 mètres carrés. Ben oui, mais en fait, c'est très bien qu'il y ait ces contradictions, ces affrontements entre les uns et les autres, parce que c'est la société qui est comme ça. Et ici, c'est une société qui est recréée. C'est une société différente, mais elle est finalement pareille que la société normale. Donc, quand on se retrouve là, ben, il y a des antagonismes, il y a des difficultés,
Mais c'est tout de même, tous ces gens, je pense, s'aiment bien, ils ont quand même une communauté, parce qu'ils ont la même vie, et même s'ils ont des affrontements, je pense qu'ils s'aiment bien entre eux. Je pense qu'il n'y a pas de la haine véritable, ils ont des affrontements comme tout le monde. Mais c'est quand même une communauté qui vit ensemble dans un endroit particulier, dans des conditions très très particulières. Mais tout à l'heure, je me promenais dans ce domaine, j'appelle ça un domaine, et je voyais des gens, des noirs, des blancs, des arabes, toutes sortes de nationalités qui étaient tranquillement assises. Ils avaient une certaine liberté, ils étaient assises dans le jardin, il y en avait qui discutaient ensemble, il y en avait un qui mangeait du riz, c'était assez émouvant parce que finalement, ils vivaient, ils n'étaient pas SDF, quoi, parce que les différences, ils avaient leur domaine. J'espère que les promoteurs ne vont pas détruire ce domaine, parce que les promoteurs, ce sont des gens extrêmement gourmands, et dès qu'ils voient un local comme ça, ils disent on fera des très beaux appartements et on les vendra à des gens riches, quoi. C'est ça le problème de ces lieux qui sont pris par des gens qui sont vraiment, parce que vous savez, moi j'ai connu 68. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand la révolution de 68 a échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des gens qui étaient un peu des gens comme il y a ici, ils sont partis élever des moutons, ils sont partis dans le centre de la France parce qu'ils ont renoncé à la révolution. Et ça a été un coup pour ma génération, parce que moi j'étais jeune à ce moment-là. Et tout le monde voulait faire la révolution, mais ce n'était pas celle de 1789, malheureusement. Donc la révolution a échoué. Et maintenant, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Alors, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, je ne vais pas vous emmerder avec des trucs, alors bon. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le cinéma, parce que généralement, quand je viens, on me pose des questions sur le cinéma, qu'est-ce que j'en fais? Autrement, sur la vie en général, sur la vie sociale. Mais c'est aussi bien d'avoir six conflits dans un lieu comme ici qui pose toutes les contradictions de la vie de la France ou du monde entier, avec les réfugiés qui hébergent ici, avec les gens qui font la fête et tout ça, c'est une contradiction de notre vie aussi. On aime bien la fête, on aime bien boire la bière, on aime bien faire tout ça. Boire la bière et regarder le match, bien sûr. Hier, c'était le match, il y en aura un autre dans 2 jours. Il y aura de la bière, donc là, il y en a. Et c'est des grands pots de bière, hein. Vous buvez comme les Allemands un peu, avec des grandes bouts de bière, des gros. Et l'en boit, ben voilà. C'est ça la bière. Qu'en est-il dans le terme du milieu du cinéma, qu'en est-il de l'engagement associatif? Comment ça se passe, les associations? On connaît... Si vous voulez, nous, on nous appelle des intermittents du spectacle. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas tout le temps. Donc on est des intermittents. On travaille pendant un mois, après on s'arrête, après on reprend. Alors les associations, vous savez combien il y a d'associations en France? Je vais vous l'apprendre. Il y en a 950 000. Les gens ne le savent pas. Il y a 950 000 associations. Et la plus petite association, c'est une association de 2 personnes. Et leur motivation, c'est les chiens enragés. Alors moi, je l'ai appris par hasard, ça, qu'il y avait une association pour les chiens enragés. Voilà. Alors, mais elle fait partie des 950 000 associations qui sont en France aujourd'hui. Alors, comme il y a 83 à 84 départements en France, ben, vous faites une division, vous divisez de 950 000 associations par 84, et vous aurez à peu près le nombre d'associations par département. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des personnes, par exemple, je ne sais pas, dans votre entourage, dans le film qu'on pourrait faire, il y aurait d'autres personnes qui pourraient venir, on pourrait faire venir? Vous savez, l'artiste, depuis Coluche et c'est quelques autres, c'est un artiste en général est toujours le parrain d'une association, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une association pour les enfants leucémiques, ça peut être une association pour les autistes, ça peut être... un artiste, alors il y a des motivations qui ne sont pas toujours très claires, parce que
Si vous prenez les restaurants du cœur, vous allez avoir une publicité pour les chanteurs. Ils viennent chanter là, et en même temps, ils lancent leur disque. Alors, le côté caritatif est à double tranchant. Il y a les gens sincères, mais en général, les gens sincères, on ne sait pas qu'ils sont dans des associations. Ils le cachent, ils ne le montrent pas. Et puis il y a ceux qui montrent qu'ils sont dans une association, alors le Téléthon, etc. Et là, on a des doutes sur leur sincérité parce qu'on se dit, ils viennent participer à ça pour qu'on les voit. Parce que le problème de l'artiste, c'est qu'il faut qu'il soit vu. S'il n'est pas vu, s'il ne passe pas à la télé, si on ne le voit pas, il meurt. Parce que l'artiste ne peut pas vivre sans publicité. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai passé 6 mois sans passer à la télévision. Et bien, il y a des gens qui ont cru que j'étais mort. Parce que la disparition d'un artiste à la télévision, pendant un certain temps, donne l'impression qu'il n'existe plus. C'est con comme la lune, mais c'est comme ça. Alors donc, pour les associations caritatives, la question que vous m'avez posée, oui, les artistes, en général, à 100%, s'investissent dans des trucs caritatifs. Mais leur motivation est quelquefois suspecte. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de stars, de final, ça suffit. Comme tu as dit tout à l'heure, comme vous avez dit, il y a vraiment, on a eu Choukri tout à l'heure avec la démarche félinienne, celle qui prépare la nourriture. Il y a beaucoup de possibilités ici, mais comment pourrait-on avancer donc, sur ce projet? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que les grands voisins veulent dire? Parce qu'il y a quand même l'objectif de mettre du fond, de l'intellectuel, c'est-à-dire dans une uchronie. Mais ils veulent dire, je vais vous dire ce qu'ils veulent dire. Vous avez créé un endroit particulier. Alors bon, vous savez, en Amérique, il y a aussi des endroits comme ça. Mais la différence, c'est qu'on les immortalise. C'est-à-dire, immortaliser, ça signifie que dans 50 ans, dans 100 ans, il faudra qu'on se rappelle des gens qui voient là. Parce que pour des raisons X, ça peut disparaître un jour à cause des promoteurs, etc. Mais il faut que ça existe quelque part. Alors, on peut le faire exister en faisant un article dans Paris Match, ou alors en faisant une émission de télévision. Mais si c'est une histoire romancée, moi je me suis aperçu dans ma carrière que tout l'impact le plus fort, c'est une histoire où on peut mettre, où le spectateur ne sent pas qu'il est mis dans une situation de s'intéresser à une œuvre caritative. Il faut que l'œuvre caritative soit comprise dans une histoire où l'homme ou la femme, surtout les jeunes, soient pris au ventre, au tripes par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y ait une histoire et après, dans le cadre d'une association caritative. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas faire un documentaire sur une association caritative parce que ça peut être chiant, ça. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour ou une histoire de je sais pas quoi, dans un cadre. Et ce cadre, c'est justement des gens des voisins. Et à ce moment-là, dans 50 ans, dans 60 ans, même si cet endroit a disparu, il restera. Il restera dans la mémoire. Et c'est ça qu'il faut faire, voilà mon point de vue. Jean-Pierre, je vais faire un petit point sur les grands voisins. Nous sommes résidents et habitants des grands voisins. Nous sommes travailleurs, artistes, indépendants, associés, entrepreneurs sur le site. Nous croisons des personnes que nous ne reverrons bientôt plus. Nous ignorons leur histoire et leur vécu. Nous continuons à marcher aux grands voisins, mais nous ne les voyons déjà plus. Ils sont des ombres. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils vivent actuellement une situation de relogement extrême. Ils ne sont pas préparés à cela. Ils ont peur de refuser des propositions, bien qu'elles soient éloignées de tout, de leur travail, de leurs amis, du peu et de l'or qu'ils se sont construits pour bien continuer à avancer, à marcher. Oui, c'est ça. Il y a ce côté, il y a aussi les services civiques, tous ces gens qui travaillent dans les associations, des jeunes de 16 à 25 ans, et qui sont en bénévole, qui font marcher ce site. Parce qu'on est quand même dans une expérience d'occupation temporaire unique en Europe. Il y a quelque chose qui est dans le sens de l'histoire de ça. Et ces expériences d'occupation temporaire, semble-t-il peut-être qu'elles vont finir un peu toujours pareil pour l'instant. Dans la fiction, il y a possibilité de la faire finir différemment. Oui, mais vous avez parlé d'ombres. Ce sont des ombres parce qu'on veut bien que ce soit des ombres. On pourrait les interroger, savoir quel a été leur chemin, quelle a été leur vie. Parce que si on les laisse sans savoir ce qu'ils sont, il faut savoir ce qu'ils sont.
Alors évidemment, les psychologues, il n'y en a pas beaucoup ici, de psychologues, je pense. Et je pense qu'on ne les soumet pas ni à la psychanalyse ni aux psychologues. On les laisse, ils arrivent là et comme dit mon ami, eh ben, ils s'en vont. Ils s'en vont comme des ombres qui sont passés comme ça. Une ombre a passé tout à l'heure dans le parc solitaire et glacé. Une ombre tout à l'heure a passé. Alors c'est un poème ça. Et c'est vrai qu'ils doivent être anonymes, surtout s'ils ne restent pas longtemps, si on n'a pas le temps de les connaître. Mais ils doivent avoir des destins selon les pays d'où ils viennent. Ils ont des destins différents et des histoires. Mais je vous rappellerai ce que je vous ai dit en débutant ce petit commentaire, c'est qu'il y a 52 migrants qui se sont intégrés dans un petit village. Et ça m'a frappé. Parce qu'on les a absorbés d'une manière indéfinissable, sans s'en rendre compte. On n'a pas dit on prend celui-là parce qu'il est migrant, on prend... Non, on ne les a pas pris comme esclaves non plus. Parce qu'il y a eu cette fameuse affaire en Libye où on vendait des gens. Alors ça, c'est jamais compris ce truc-là. Parce que vendre aujourd'hui quelqu'un, moi si j'achète quelqu'un, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais dire qu'on ne peut pas acheter quelqu'un? Au XXIe siècle, on ne peut pas acheter quelqu'un. Alors, je ne comprends pas comment quelqu'un peut vendre quelqu'un parce qu'il vend quelque chose qui n'est pas vendable. Non, alors c'est très curieux parce que l'esclavage ne peut plus exister aujourd'hui. S'il existe encore, c'est vraiment... Je ne vois pas comment on peut acheter quelqu'un aujourd'hui. On va vous donner un papier en disant vous avez acheté ce monsieur ou cette dame. C'est incroyable. Jean-Pierre, mon pays vend aujourd'hui des petites esclaves. Oui, mais si les gens le tolèrent, moi je ne comprends pas. Parce que le type qui achète une esclave, comment il peut justifier de l'avoir acheté? On ne peut pas acheter un être humain. C'est pas un chien, c'est pas un chien. Alors donc, de toute façon, l'esclavage était basé sur tout à fait autre chose avant, dans les siècles derniers. Mais aujourd'hui, l'esclavage me paraît, si vous voulez, quelque chose de fou. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la connerie d'acheter quelqu'un. Je ne sais pas comment vous savez. Moi j'avais une question qui, justement, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'Uchronie et le cinéma, parce qu'on est aussi là pour parler de ça, je pense, ce soir, c'est... moi je vois une difficulté là-dedans, c'est que... Enfin, je suis aussi au Grand Voisin depuis 2015, mais j'ai une lecture des Grands Voisins qui est personnelle. Et donc, toute la difficulté à penser, c'est-à-dire que l'Uchronie telle que je vais la projeter ne sera pas forcément la même qu'un résident, parce que quand je travaille pour une association, que quelqu'un qui vit au quotidien ici. Et donc, je pense que par contre, il y a quelque chose à faire là-dedans, c'est que le cinéma, vous l'avez dit très justement, c'est quelque chose de personnel, plus c'est un regard unique sur un sujet, plus ça devient captivant, ça devient intéressant pour le spectateur. Et on est là face, je trouve, à des contradictions entre la projection individuelle et puis cette chose qu'on a imaginée ensemble, collective. Et donc là, justement, comment on peut travailler Je pense que c'est là-dessus peut-être qu'il faut travailler. C'est pas difficile de faire un film sur les gentils voisins parce qu'il suffit de passer quelques jours là, d'observer les gens. Et notre métier, c'est l'observation, si vous voulez. Donc on détecte les gens intéressants, qui ont une personnalité, et on les filme. Moi, je viens de faire un film pour France 5 sur le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. C'est le conservatoire, c'est une école, mais c'est un peu comme les gentils voisins, c'est un microscope avec des personnages, acteurs futurs. Et je m'en suis sorti assez bien en interrogeant les jeunes d'aujourd'hui par rapport à des professeurs qui étaient anciens, par exemple. Mais on arrive au bout du compte, ce film sur le conservatoire est en fait une vision personnelle de ce que sont des écoles d'art dramatique. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est faux. C'est-à-dire qu'on croit que pour être artiste, il faut aller à l'école. C'est la dernière des conneries. Parce que tous les exemples, Bonville, Gabin, Lino Ventura, plein de gens, je vous parle d'Edith Piaf, et tous ces gens-là viennent du peuple, ils n'ont jamais fait de cours d'art dramatique.
Donc c'est encore une connerie de dire pour être artiste, il faut aller dans une école. C'est une connerie, ça. Et c'est pareil que quand on ferait un film ici, ben, c'est pas difficile de détecter les gens qui ont le plus de personnalité, de les photographier, de raconter l'histoire de ces gentils voisins. Je pense que n'importe quel artiste pourrait le faire, hein, quel que soit son genre. Voilà. Bon, mais je crois que maintenant... je pense qu'il y a quand même quelqu'un... L'université populaire, là on est dans une séance d'université populaire, c'est sorti également parce qu'il y a une problématique de fond, de mettre du fond, de l'intellectuel, proposer quelque chose. Il y a eu des séances sur les communs, sur l'écologie, sur la chimie. Chacune de ces séances pourrait être sujet d'une uchronie. Il y a certes filmer les belles gueules, filmer les choses comme ça, mais qu'est-ce que... on était dans l'amphithéâtre, il y avait plus de monde l'année passée, mais qu'est-ce que voisins, ici, visiteurs, j'ai envie de faire, réagissez. C'est quoi? On se plaint, mais pourquoi? C'est quoi? C'est pas le si seulement ça s'était passé juste avant que l'Office public des hôpitaux signe. Il y a un problème, il ne signe pas, la vente n'est pas faite, ce n'est pas que ça peut aller plus loin. Comment on a la cible? La cible, c'était une cité rêvée, un monde solidaire, on a envoyé relever les défis écologiques, œuvrer à l'interculturel, mettre du socio-numérique sur chacun de ces objectifs, les grands voisins et les autres lieux d'occupation temporaire. Je suis d'accord avec toi, Maël, s'ils étaient notés, ça serait sévère peut-être. Mais justement, réfléchissons, en dehors des belles gueules et de tout ça, sur quelles idées pourraient... Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les bénévoles. Parce qu'en fait, ils ont une importance... Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Le Bénévole, avec Michel Serrault. Le bénévole est un personnage aussi intéressant, d'ailleurs, que le SDF ou que celui dont il va s'occuper. Parce qu'il faut aussi voir la motivation des bénévoles. C'est un problème important. Et moi, je me suis attaché à ça, parce que toutes ces jeunes filles, ces jeunes gens qui s'occupent de tous ces gens, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait filmer, parce que c'est important. Et on n'en parle pas assez des bénévoles. Vous savez combien il y a de bénévoles en France? Je vous ai dit tout à l'heure combien il y avait d'associations. Mais combien de bénévoles? Il y a 15 millions de bénévoles. Ce qui veut dire qu'une personne sur 4 est bénévole. Enfin, à peu près, parce qu'on est 66 millions d'habitants. Donc, voilà, qui sont ces bénévoles? Est-ce qu'il faudrait quand même les étudier aussi? Parce qu'il y en a des jeunes et il y en a des vieux. Ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que dit Frédéric, moi, ce qui me gêne un petit peu, Vous voulez parler des bénévoles? Oui. Ah bon, on n'a pas bénévole. Allô? Voilà. Mais par rapport à ce que dit Frédéric sur qu'est-ce que tous les faits exposés sur ce que sont les grands voisins, ça a fonctionné grâce à énormément de bénévoles. Voilà. Et les bénévoles qui ont travaillé via les services civiques, via des réseaux de bénévoles gratuits, ce qui fait que toute la jolie histoire qu'on raconte des grands voisins, c'est fait avec une économie cachée. C'est-à-dire que les jeunes gens qui font leur service civique sont là pour apprendre quelque chose, mais personne n'est payé, quoi. C'est l'État qui paye par derrière. Oui. Les bénévoles qui sont là en quête de recherche de sens et ils apportent leur savoir-faire et autres. Et tout ce fonctionnement est un fonctionnement sur lequel il y a une économie mais qui n'est pas dite. Et ça fausse complètement les histoires de oui, mais ce qui est frappant, c'est que ces bénévoles sont anonymes. Parce que vous disiez tout à l'heure que les artistes essayent de tirer profit de ce qu'ils font pour les œuvres caritatives. Tandis que les bénévoles, ils sont anonymes, ils n'ont pas d'intérêt particulier à être bénévoles. Ils le font parce qu'ils ont du cœur et parce que c'est une philosophie particulière. Il faut être psychiatre pour comprendre. Alors les vieux, on peut comprendre, parce que les vieux, ils s'emmerdent quand ils sont à la retraite, et on peut penser que ça leur fait plaisir, ça les occupe de faire ça. Par contre, les jeunes, c'est beaucoup plus curieux, parce que les jeunes, ils ont plein de choses à faire, et ils le font tout de même. Et là, c'est beaucoup plus frappant. Voilà ce que je pense des bénévoles, et je dis, il y en a 1 sur 4 qui est bénévole. Voilà. Bon, bref, maintenant, je pense que j'ai tout dit, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre.
Sur ce beau lieu des gentils voisins. Parce que dans les discours d'introduction de l'Université populaire, on parlait de post-vérité. Post-vérité, de quelque chose donc qui est au-delà des faits, au-delà de la réalité, quelque chose qui s'impose au-delà de tout, qui dépasse la réalité. Et cette post-vérité, ce n'est pas seulement les grands voisins qui sont aujourd'hui, c'est un peu le monde entier, c'est la civilisation, c'est partout. Et c'est vrai que dans ce projet qu'on a ensemble avec vous, il y a cette possibilité de faire un bras d'honneur à cette post-vérité, un grand bras d'honneur dans, je sais pas, on n'a pas trop parlé des films que vous avez faits, qui sont incisifs comme il faut. Oui, mais moi j'aimerais bien faire un film là, j'espère qu'on y arrivera avant que ça soit cassé. J'espère que ça ne sera jamais cassé, mais on ne sait jamais. Donc, si le jour où on aura trouvé un peu d'argent pour payer la pellicule et quelques frais pour faire le film, c'est pas très cher un film. Ça paraît cher, mais c'est quelquefois pas très cher. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut parler, le monsieur. Bonjour, monsieur Macri. Juste une question, bon, un peu bête, mais comment est-ce que vous voyez le tournage de ce film? Comme tous les tournages, vous savez, on s'installe là, on utilise les décors, les gravures, parce que lui, il a fait un tableau. Après, on en a un autre qui a fait, pour un mariage, il a fait une espèce de bambou, je ne sais pas, j'ai vu ça tout à l'heure. Enfin, ici, il y a plein d'endroits qui sont cinématographiques. Ça, je l'ai dit tout de suite en commençant. C'est cinématographique parce que c'est désordonné, c'est-à-dire rien ne se ressemble. Dans cet endroit-là, c'est comme ça, là-bas, c'est autrement. Et je pense que c'est cette diversité qui fait la qualité du lieu, en plus de la diversité des habitants. Donc il y a diversité du décor, diversité des habitants. Donc logiquement, si on met une belle musique, on doit avoir la possibilité de faire quelque chose de bien. Voilà, je crois qu'on peut faire quelque chose de bien pour pas trop cher. Voilà, en gros, c'est ça la solution. Il y a un parking Kingswood, donc un parking Kingswood, est-ce qu'il y aurait... Qui pourrait nous suivre? Qui pourrait suivre? Voilà, parce que quelles autres personnes pourraient suivre? Ah non, mais tous les artistes, je vous dis tout à l'heure, tous les artistes, dès qu'on parlera d'une œuvre philanthropique, ils vont venir. Alors, je peux vous citer plein d'acteurs, qui est Jean Dujardin, Jean Reno, enfin, pour citer quelques personnes. Des femmes aussi. Charles Aznavour, un peu vieux maintenant, mais bon. Des femmes. Hein? Des femmes aussi. Des femmes? Des femmes aussi. Des femmes, il y en a, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, plein de femmes, aussi des femmes plutôt âgées d'ailleurs, parce que les femmes âgées sont plus proches du caritatif, curieusement, par rapport peut-être chez les jeunes, mais encore qu'il y en a. Parce que quand on fait des histoires de SDF, il y a beaucoup de jeunes femmes qui par exemple dans les mairies, les femmes qui viennent pour soutenir les SDF la nuit et tout ça, c'est des jeunes, encore des jeunes. Non, mais on peut faire quelque chose de bien. Et surtout qu'ici, si vous voulez, comme je pense l'avoir dit déjà, ça fait un peu de Cinecittà, là. Parce qu'il y a des personnages, comme le monsieur qui est là-bas avec sa barbe, il y a des personnages bizarres. Étranges. Alors, l'étrangeté, ça fait que nous, d'habitude, on est dans la rue et on recherche des gens comme ceux qui sont là. Et là, ils sont groupés. Donc, c'est plus facile que les choisir parce qu'ils sont tous là. Tandis que si vous les allez dans la rue, tout le monde n'a pas un physique particulier. Enfin, le cinéma, c'est un physique déjà au départ. Un petit qui a un physique, il peut faire du cinéma. Quand c'est différent des autres. Il faut être différent des autres. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, Françoise? On va s'arrêter bientôt. Dans tous vos films, vous avez justement une fibre d'engagement qui est très très forte. Là, vous avez envie de faire passer quoi comme message autour des migrants et des SDF? Écoutez, les petites sœurs des pauvres se sont occupées des Saint-Vincent-de-Paul, puisqu'on est là à Saint-Vincent-de-Paul, vous connaissez la vie de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, si vous voulez, les petites sœurs des pauvres et tout ça. Alors, quand on est un artiste indépendant, on a une tendresse pour les gens déshérités, quels qu'ils soient.
c'est physique, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas être sensible à la misère de certaines personnes. Quand je dis misère, c'est pas seulement une misère physique, mais une misère morale. Donc on est tenu de faire des films qui se déroulent avec des gens qui sont dans le besoin, et c'est plus intéressant de faire un film sur des gens qui sont dans le besoin que sur des gens qui ont du pognon. Parce que ça, le pognon, c'est pas cinématographique, le pognon. Les belles voitures, les piscines avec des maisons avec piscine, ça n'a pas le même cachet que ce décor ici, quoi. Parce que ça a un côté stéréotypé, le mec qui est dans une Ferrari ou qui est là sur la Côte d'Azur, on l'a vu tellement de fois et en fait on est contre ça. On est contre ça d'abord parce qu'on l'a pas, parce qu'on ne possède pas de Ferrari et on ne possède pas de villa sur la Côte d'Azur. Mais en dehors de ça, ça énerve un peu, ça énerve. C'est surtout que beaucoup de ces gens ont hérité ça de leurs parents, parce que c'est pas forcément des gens qui ont gagné leur vie. Alors, un milieu comme celui-là, vous savez, Gorky, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Maxime Gorky, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a écrit un film, un roman, que Gabin et lui jouaient en tournée avec Jean Renoir, qui était un grand metteur en scène. Et ça s'appelait Les Bas-Fonds. Alors, les Bas-Fonds, c'est un peu ici. C'est un peu le Gorky du coin. Parce que Gorky, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a raconté l'histoire des gens malheureux. C'était dans des espèces de... Mais un truc comme ça, dans les bas-fonds, c'est un peu un endroit où il y a des types qui sont dans des dortoirs et qui savent, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, mais je vous conseille de le voir. Ou de lire le roman. Alors Gorky, qui était en Russie à l'époque du Tsar, Gorky, c'était un personnage qui aimait les pauvres. Et Tchekhov aussi d'ailleurs. Les Russes ont été très sensibles à ça, à la misère. Les misères de tous les pauvres petits Russes qui étaient dans la rue, etc. Et ça a existé, ça. Il ne fallait pas attendre les SDF de Paris. Alors donc, il y a un lieu ici qui est cinématographique par excellence. Après, on peut en faire une merde ou un succès, ça dépend de ce qu'on fait. Ici, on a les truck shops, on a eu les billets temps. C'est vrai que ça fait peut-être plus rêver les billets temps que des dollars. Oui. Voilà, plus d'autres questions. Une dernière question et on... Ouais, c'est juste un commentaire encore. Je vis dans le 14e et depuis 1 an et demi, je viens tous les trois fois par semaine au moins parce que ce lieu est vraiment vrai. C'est dans ma vie, j'ai quelques expériences un peu pareilles en Amérique du Nord, un peu en des pays ailleurs, mais vraiment cette durée ici, ce qui dure 4 ans comme il est, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater dans la vie, quoi. Et ça change la vie de toutes les personnes qui touchent. On est aussi dans du Zola ici un peu. Alors parler de Gorky, mais si on veut être franchisé, c'est Zola. Ce Zola, c'est très proche de Zola, cette atmosphère. Et alors donc les écrivains qui se sont penchés sur la misère humaine, et il y en a beaucoup, hein. Beaucoup d'artistes ont été très proches de ce genre de personnages qu'il y a ici. Voilà mes amis, écoutez, je m'en aller. Merci beaucoup. Il y a un repas à prix libre pour ceux qui sont là. Il y a également Assitane de la coopérative des résidents qui vont sur la terrasse des grands voisins, sur la terrasse de la lingerie. Et vous aurez après à 20h, il y a un concert des musiciens des grands voisins, un concert acoustique avec Dan. Il y aura peut-être comédienne, Neji. En fait, l'idée du concert de ce soir, c'est un concert acoustique qui va avoir lieu peut-être ici, peut-être en terrasse. On verra là où il y a plus de monde, avec tous les musiciens qui depuis 3 ans jouent autour ici sur le site. Merci à vous et à la rentrée de vacances.